Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons essayer d'y voir un peu plus clair sur l'épineux sujet de l'adoption de la voiture électrique en France et des chiffres de vente automobile en général. Je vais vous révéler les petites combines de certains constructeurs pour nous faire croire qu'ils sont encore dans la course. Préparez le popcorn. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier tous ceux qui ont partagé mon travail et permis à plus de 1200 nouvelles personnes de se joindre à la communauté du Choucroute Garage. Qu'ils soient les bienvenus. Nous sommes désormais plus de 85 000 et cela augmente tous les jours. Entre les contributions financières et l'engagement de tous, The Choucroute Garage commence à voir à nouveau un avenir plus lumineux que les derniers mois. Soyez-en remerciés ainsi que les partenaires et sponsors qui me permettent de continuer à vous informer. Nous sommes encore loin du but avoué d'atteindre les 100 000 abonnés, mais le chemin est tracé. Merci à toutes et tous. De nos jours, il n'est pas rare d'avoir des sources d'informations contradictoires. Réseaux sociaux, sites web gratuits et d'autres sources numériques permettent à l'information de mieux circuler qu'avant. Enfin, peut-être pas forcément mieux, mais en tout cas plus vite. Mais cela permet également de créer des fausses informations quasi gratuitement. Cela ne coûte plus rien de véhiculer des fake news. Le problème, c'est que c'est au lecteur de vérifier avant de croire. Donc tout ce que je vous dirai, pensez à le vérifier, mais seulement au moyen de sources solides avec des données robustes. Bien entendu, il serait trop simple de s'arrêter là. Certaines données sont robustes, mais pas pour autant représentatives de la réalité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une de ces données robustes car garanties par l'État français et qui est pourtant largement trompeuse. Je veux parler des chiffres d'immatriculation de voitures neuves. Voyons maintenant comment c'est possible. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de poser certaines notions. En premier lieu, qu'est-ce qu'une immatriculation ? Sa définition est « action d'inscrire sur un registre public le nom d'une personne, d'un animal ou d'une chose, ainsi que le numéro qui lui est attribué, en vue de faciliter son identification ». Ça, c'est la définition littérale. D'un point de vue économique, politique ou marketing, l'immatriculation permet également de réaliser des statistiques et des classements bien utiles. Ainsi, on peut définir des tendances sur tel ou tel élément de l'immatriculation et en tirer des informations précieuses lorsqu'il s'agit de prendre une décision. C'est ainsi que ces dernières décennies se dessinent les tendances allant vers une préférence des utilisateurs pour les SUV ou les changements d'habitude en matière de carburant, ce qui permet aux constructeurs de définir leur stratégie. On pourrait penser que les immatriculations représentent les ventes du constructeur, mais en fait, ce n'est pas le cas. Comme pour une publicité tournée de manière trompeuse afin de nous suggérer une idée, le chiffre des immatriculations nous induit en erreur, car toutes les immatriculations ne se valent pas. Il y a deux grandes catégories dans les immatriculations de véhicules. Celle à personne physique, aussi appelée à particulier, et celle à personne morale, donc à destination des sociétés. Toutes les sociétés. La seconde notion qu'il faut évoquer, c'est la définition d'une vente. Immatriculation et vente ne vont pas toujours de pair pour les constructeurs, même si les journalistes font trop souvent l'amalgame. Dans quasiment tous les cas, un constructeur ne vend pas ses autos directement. Il fait appel à un réseau de distribution formé de multiples entreprises appelées revendeurs agréés. Je vais ici faire une petite parenthèse pour bien expliquer comment fonctionnent ces réseaux. Avant les années 2000, les réseaux de distribution français étaient structurés de la manière suivante. Premièrement, les succursales. Il s'agit de filiales internes aux constructeurs. Elles leur appartiennent à 100%. Pour notre sujet du jour, cela signifie qu'une auto en stock dans une succursale n'est ni vendue ni immatriculée, du point de vue du constructeur. Une voiture de démonstration par contre, tout comme une voiture de courtoisie et les véhicules nécessaires au fonctionnement de la succursale, sont bien immatriculés mais pas encore vendus. Deuxièmement, les concessionnaires et agents. Ceux-ci sont des sociétés distinctes du constructeur et disposaient, à l'époque, d'une exclusivité de marque et de territoire de vente. Un concessionnaire était donc le seul sur un territoire de vente défini qu'il partageait entre un certain nombre d'agents qui lui étaient inféodés. Ainsi, aucune autre société ne pouvait vendre légalement d'autos neuves de la marque sur ce territoire. Le constructeur était en droit de refuser de livrer un garage autre que son concessionnaire. La loi de 2002 a changé cela en supprimant à la fois l'exclusivité de marque, mais aussi la territorialité de la vente. Ainsi, toute société peut s'installer comme distributeur d'une marque sans accord du constructeur, ni du concessionnaire.
Là où c'est un peu plus subtil, c'est que pour bénéficier d'un panneau, les garages doivent répondre à certains standards qui leur ouvrent les droits à des remises et à des primes d'objectifs. Sans celle-ci, un garage peut se faire livrer une voiture mais au prix catalogue, et donc son prix de vente ne sera pas compétitif. C'est un moyen de verrouiller le réseau sans pour autant contrevenir à la loi. Dans ce nouveau système, les concessionnaires et agents sont nommés revendeurs agréés. Les concessionnaires sont les RA1 et les agents dépendants des concessions des RA2. Je garderai toutefois les anciennes dénominations dans la suite de cette vidéo car elles sont un peu plus explicites et plus compréhensibles pour le commun des mortels. Pour les chiffres de vente et d'immatriculation, les autos en stock chez les concessionnaires sont considérés comme vendus par le constructeur puisqu'il les a déjà vendus au concessionnaire qui est une société externe à sa propre société. Elles sont en effet sorties de l'inventaire du constructeur pour entrer dans l'inventaire du concessionnaire qui est une société distincte. Les agents n'ont par contre pas de stock de véhicules neufs à eux. Pour les voitures de démonstration, de courtoisie ou tout autre véhicule immatriculé par les concessionnaires ou agents, elles sont vendues pour le constructeur et immatriculées du point de vue des statistiques de l'État. Et là, on commence à comprendre un premier levier de manipulation de la part de certains constructeurs. Je vais ici prendre un exemple, à savoir celui de Volkswagen et de sa gamme ID. L'ID3 commence sa commercialisation en 2020, en remplacement de la e-Golf. La progression des immatriculations globales des voitures électriques du constructeur allemand ne commence pourtant pas aux premières livraisons de celle-ci en septembre 2020, mais bien 2 mois avant. Les immatriculations combinées des premières e-Golf et des premières ID3 en véhicules de démonstration expliquent parfaitement ce résultat. Les premières sont immatriculées pour permettre des remises importantes afin d'écouler les stocks, mais en plus, cela met un point final au modèle et fait donc démarrer le délai de 10 ans de disponibilité des pièces obligatoires en Europe. L'immatriculation des secondes permet d'alimenter le réseau de concessionnaires afin de montrer et faire essayer l'auto aux clients. Le même phénomène se produit à chaque démarrage commercial d'un modèle ID. C'est d'ailleurs le cas pour n'importe quel modèle de n'importe quel constructeur. Et Volkswagen s'est targué d'avoir des stocks bas, expliquant que ses autos se vendent très bien, mais qu'ils peinent à suivre la demande. En fait, les stocks des concessionnaires se remplissent, et le constructeur demande toujours plus d'immatriculation en véhicules de démonstration ou de courtoisie pour soutenir les chiffres d'immatriculation. Il arrive pourtant un moment où les stocks sont pleins et les concessionnaires ne peuvent plus assumer cette charge financière énorme. Après avoir rempli ses propres stocks, le constructeur s'est donc résolu à réduire sa production de 30% le 29 juin dernier, prétextant un désintérêt du public pour les voitures électriques. Mais est-ce vraiment le cas? Personnellement, je pense plutôt que le public se désintéresse des voitures trop chères pour les prestations données. Mais d'un point de vue factuel, comment pourrions-nous savoir si le désamour est pour la voiture électrique en général ou pour les Volkswagen ID en particulier? Il existe une marque qui fonctionne tout à fait différemment de Volkswagen et des autres constructeurs traditionnels, et dont l'organisation offre une transparence bien meilleure pour les chiffres de vente et d'immatriculation. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, hein? Et oui, je parle encore une fois de Tesla. Pour l'entreprise d'Elon Musk, les conditions de distribution sont largement différentes des autres constructeurs. En effet, Tesla ne fait pas appel à un réseau de concessionnaires. Cela signifie que pour être considérée comme vendue, une voiture doit effectivement avoir été immatriculée à client final. Les véhicules de démonstration ou immatriculés par le constructeur ne sont pas inclus dans les chiffres de vente, pas plus que le stock en transit. De plus, la technologie des autos permet d'apporter encore un peu plus de précision aux chiffres. En effet, une vente n'est enregistrée que lorsque le client a effectivement pris possession de son auto. C'est lors de la livraison que le client déclenche lui-même la mise en service finale de son auto sur une tablette en apposant sa signature. L'information est remontée automatiquement par le réseau Internet et n'est comptabilisée qu'à ce moment-là. Fini la livraison 2 ou 3 jours après l'immatriculation et la facturation comme chez les autres constructeurs. Voilà qui permet d'avoir des chiffres fiables et clairs. Or, les ventes de Tesla s'envolent, tout comme celles de Rivian qui utilisent le même système. On est ici face à une situation que Volkswagen vit en ce moment même. Faute d'avoir fait ce qu'il fallait en temps utile, la marque s'est laissée dépasser par d'autres, dans un marché en croissance exponentielle, et tente de donner le change après avoir masqué ses faiblesses pendant un temps. D'autres constructeurs sont-ils dans ce cas? On pense en particulier à Stellantis, dont les marques sont connues pour utiliser le levier des autos de démonstration pour sauver les apparences. Acheter une Fiat 500 neuve est une rareté par exemple, tant le nombre de véhicules de démonstration sont nombreux, et les offres alléchantes.
Zoé et Megan ont probablement elles-mêmes vu leurs immatriculations dopées ainsi, et globalement, cela peut être le cas de tous les constructeurs traditionnels. Cette pratique est essentiellement l'apanage des constructeurs européens, mais aussi des Chinois. En effet, Serpanza, un YouTuber spécialisé dans l'automobile chinoise, a publié des vidéos de centaines, voire de milliers de voitures immatriculées pourrissant sur des parcs depuis des mois. L'État chinois donne en effet des subventions en fonction du nombre d'immatriculations, et certains constructeurs comme BYD ou Geely ne se privent pas d'utiliser ce levier pour gonfler leurs chiffres. C'est clairement une stratégie à court terme et un boulet pour l'avenir. En Europe, ce type de comportement ne pourrait avoir lieu en l'état, car ce serait rapidement rendu public, entachant la réputation du ou des constructeurs concernés. Ils préfèrent diluer l'effort pour que cela se voit moins chez les concessionnaires. Mais parfois, cela ne suffit pas. Ils ont alors recours à une autre méthode pour gonfler leurs ventes, les revendeurs multimarques. Imaginez un constructeur dont le nombre de voitures en stock explose. Le constructeur se met alors en cheville avec des concessionnaires complices. Moyennant une petite commission, celui-ci sert d'intermédiaire avec des revendeurs de voitures multimarques. Généralement, les concessionnaires ne distribuent ces autos qu'à l'export. Il immatricule les autos au nom d'une société de location afin de bénéficier des meilleurs prix et revend les autos à prix coûtant à un revendeur étranger. Celui-ci prend sa marge et revend la voiture au client final à l'étranger moins cher qu'en concession. C'est grâce à ce type de fonctionnement qu'on se retrouve avec des autos 0 km vendues bien moins cher que chez le distributeur officiel. Et j'ai bien dit 0 km et non neuves. La nuance est importante. C'est ainsi que par exemple, j'ai pu voir des autos fabriquées en France, comme une 307, transiter par les Pays-Bas pour finir revendues en France 20% moins cher que chez le concessionnaire Peugeot, même après remise. Et ne me dites pas que cela n'existe pas, c'est moi-même qui ai revendu cette 307. Et j'ai également travaillé chez un concessionnaire complice qui envoyait des centaines de voitures vers l'Allemagne. Or, ces autos, bien avant d'être effectivement vendues dans leur pays d'importation, sont vendues par le constructeur et immatriculées dans les statistiques du pays d'exportation. Cela permet d'enregistrer des ventes futures dès à présent, mais représente encore une fois un sacré boulet pour l'avenir. Comme dans le cas des stocks de concessionnaires, le fonctionnement intrinsèque de Tesla interdit ce type de dérive. Pour acheter une Tesla dans un pays étranger, il faut y résider ou au moins y avoir sa société. De plus, Tesla ne livre pas les revendeurs automobiles. C'est inscrit dans leurs conditions générales de vente. Reste un dernier levier possible afin de booster artificiellement les ventes immatriculation, les loueurs. Ce levier, Tesla en dispose également. Lorsqu'un loueur fait appel à un constructeur automobile pour lui fournir des autos, ce sont généralement de gros chiffres de vente à la clé. C'est donc souvent le constructeur qui gère ces gros contrats. Pourtant, cette vente est un peu particulière. En effet, un loueur n'utilise une auto que sur une durée très courte. Ainsi, lorsque vous louez une voiture, elle n'a que rarement plus de quelques milliers de kilomètres et moins d'un an en général. Il existe deux manières de fonctionner. Soit le loueur dispose d'une structure de revente propre, c'est par exemple le cas d'Europecar qui a un réseau de concessionnaires qui sont souvent eux-mêmes les franchisés. Ils revendent les autos à la fin de la vie locative d'une auto. Il existe par contre une autre manière de faire, le buyback. Le loueur n'a pas ici besoin d'acheter l'auto. Il fait un leasing auprès du constructeur et celui-ci lui garantit une reprise du véhicule après un certain nombre de mois et de kilomètres. Généralement, le prix de vente est extrêmement avantageux avec des remises importantes et le buyback est relativement élevé par rapport au prix de marché. Cela permet au loueur d'avoir un reste à financer très faible. Afin d'inciter le loueur à prendre toujours plus d'autos, les constructeurs proposent au loueur de les financer au travers de sa filiale de financement. Des constructeurs comme Stellantis ou GM utilisent à plein cette méthode puisqu'ils ont leur propre filiale de financement, qui s'appelle Créditpart et GMAC. Ainsi, le constructeur dispose d'un moyen de pression pour augmenter le parc du loueur de manière un peu plus forcée, même si cela veut dire ne plus rien gagner sur les autos ainsi vendues. Une fois revenu chez le constructeur par le buyback, deux situations se présentent. Soit le constructeur a sa propre structure de revente, c'est le cas de Citroën par exemple au travers de sa filiale Félix Faure, qui revendait directement ses autos ou les infusait au service occasion des succursales. Dans d'autres cas, les buybacks sont faits par le concessionnaire qui a livré la voiture au loueur. C'est un cas que j'ai rencontré souvent chez Opel par exemple, avec plusieurs sociétés de location. Le problème du point de vue des chiffres, c'est que cette pratique est peu traçable et rend encore un peu plus opaque les comptes du constructeur. Mais encore une fois, pas pour Tesla, malgré qu'il pourrait le faire. Prenons le dernier rapport financier de la marque pour y voir plus clair.
Lorsque Tesla utilise ce système, le chiffre d'affaires fourni par les loueurs apparaît sur la ligne leasing. Pour le premier trimestre 2023, ce sont 564 millions de dollars qui sont enregistrés, en comparaison des 18,878 milliards de dollars de ventes. Le leasing représente donc 3% du total des ventes plus des leasings. Si on applique cette proportion aux livraisons, ce sont donc un peu moins de 15 000 Tesla qui sont dans ce cas dans le monde. On notera que ce chiffre n'augmente pas comme les ventes, démontrant que Tesla n'utilise pas ce levier pour booster ses ventes, mais répond simplement à des contrats antérieurs avec des loueurs déjà signés. Avant de conclure cette vidéo, résumons rapidement la situation. Les constructeurs traditionnels disposent de leviers importants afin de manipuler les chiffres de vente et d'immatriculation. Premièrement, le réseau de distribution pour les stocks neufs, les véhicules de démonstration et les véhicules de courtoisie. Deuxièmement, la vente aux revendeurs multimarques. Et troisièmement, les loueurs. Ces ventes dites tactiques ou stratégiques sont largement utilisées par les constructeurs, surtout pour les produits qui ont du mal à trouver leur public pour des raisons qui peuvent être multiples. C'est encore plus problématique pour des produits comme la gamme ID de Volkswagen, la Mégane Renault E-Tech ou la Mustang Mach-E, dont les prix sont largement au-dessus des moyens de la majorité des clients, faute à des coûts de production très élevés grevés par des méthodes de fabrication d'un autre temps. Ce n'était pas grave tant que Tesla continuait à suivre une politique de forte marge pour financer les nouveaux moyens de production et sa croissance. Maintenant que l'Américain abat ses cartes en misant sur les volumes plutôt que sur la marge unitaire à la voiture, le château de cartes monté par les constructeurs traditionnels menace de s'écrouler. Manipuler les chiffres pour un but temporaire peut sauver une entreprise et lui donner de l'air lorsqu'elle en a besoin. Il n'y a rien d'illégal à cela, ou même de répréhensible. C'est même plutôt bénéfique en général, car cela permet de se donner le temps de changer ce qui ne va pas. Instituer ces pratiques dans le fonctionnement normal d'un constructeur et y avoir recours de façon systématique fait peser une épée de Damoclès sur sa tête. Lorsque les chiffres réels augmentent, tout va bien. Lorsque les temps sont durs, mais que les difficultés sont modérées, passe encore. Toutefois, lorsqu'on arrive à un changement durable de paradigme, comme c'est le cas du passage à la voiture électrique aujourd'hui, nul doute que ces pratiques précipitent encore plus vite les constructeurs laxistes dans le gouffre. Et malheureusement, beaucoup de ceux-ci sont européens et ont beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau. La morale de cette histoire, c'est qu'être attentiste d'un point de vue technologique et utiliser à outrance les leviers d'ajustement qui permettent de se donner du temps pour s'adapter conduit immanquablement à se mettre dans une situation si délicate qu'il est bien compliqué de s'en sortir. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!